Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable jury, bonjour. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses propres opinions et celui de pouvoir chercher, recevoir et répandre sans considération de frontières ni de limites les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Non, mesdames et messieurs, ce ne sont nullement mes propres dires, mais ceux de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la même époque où ce droit fut prononcé, il fut également restreint. Naquit alors la censure, un phénomène sarcastiquement appelé Dame Anastasie ou encore ciseaux de Dame Anastasie, une allégorie faisant l'image d'une certaine vieille dame assez aigrie et redoutable. La censure est donc définie comme l'interdiction et la prohibition avant même la publication de tout ce qui pourrait troubler l'ordre, menacer les institutions, répandre de fausses nouvelles encore, corrompre les esprits. Mais censurer est le simple fait d'enlever à quelqu'un son propre droit d'expression, un droit vital. Il devient alors par la même occasion passif, déshumanisé, outragé, veuf d'une de ses œuvres et asservi. Descartes, mesdames et messieurs, n'avait-il pas si bien dit « je pense, donc je suis » ? Or moi j'y ajoute, à quoi servirait ma pensée et comment pourrait-elle être digne de ce nom si elle ne peut sortir à l'existence et si elle ne peut être partagée? Devrait-on abolir la censure ou plus idéalement toutes sortes de censure pour enfin pouvoir s'exprimer plus librement? La question n'a même pas lieu d'être. Les lois certes sont là pour nous éviter toutes sortes de violences et d'inégalités, mais la liberté est par principe le contraire de la violence ou de la force. Et puis surtout la liberté d'expression, puisque l'expression est, par définition, libératoire de quelque chose, donc non violente. Alors pourquoi la soumettre à quelconque censure, à quelque répression? L'expression est un art, mesdames et messieurs, et la censure est contre nature dans son principe et contre l'art dans ses effets. La vie n'est pas censurable. Pourquoi l'art le serait-il alors? Merci. Et nous revoilà dans cette vaste salle. Cette même lumière qui émane des projecteurs, moi me tenant devant vous en tant que citoyenne plus que débatteuse aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que mon équipe et moi vous éclairons sur le chemin de la vérité. Avant d'entrer au cœur de ce sujet, laissez-moi formuler les présentations. Très cher public, honorable jury, très chers opposants, bonjour. Quel honneur et quelle fierté avec ce nouveau statut que de parler de liberté d'expression. Mais avant tout, que cela veut-il vraiment dire? La liberté d'expression est, afin d'éviter toute confusion, incertitude ou trouble, ainsi que quelconque propos trouble ou vague, il me paraissait évident de définir la liberté d'expression comme elle a été formulée dans la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Je cite, « La libre communication des pensées et des droits est un des droits les plus précieux de l'homme. Chaque citoyen peut donc parler, écrire, s'exprimer librement, sauf, écoutez bien, sauf à répandre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le principe est ainsi donc posé, mais encore faut-il connaître les limites. Et ici, j'aimerais souligner, mes très chers opposants, que nous défendons la liberté d'expression et nous défendons la censure légitime. Rappelons que celle-ci est un droit fondamental défini et garanti par la loi. Il s'agit de la liberté d'exprimer son opinion par tous les moyens, l'écriture, la manifestation, l'art, etc. Donc par pitié, mes très chers opposants, ne commencez pas à radoter et nous mettre dans une position que nous ne défendons pas. La position que nous défendons, c'est la censure dans son cadre légitime. Sinon, vous me direz, à quoi bon défendre les droits de l'homme? Maintenant que j'ai mis ces brefs détails en clair, nous pouvons passer à la suite. L'Allemagne, et vous ne me contenterez pas si je dis que c'est l'un des pays les plus démocratiques au monde, censure le mot Hitler et tout ce qui est en rapport avec les nazis. De surcroît, la Finlande et l'Australie censurent de nombreux films nuisibles et jeux vidéo. Donc cela m'amuserait d'écouter vos tentatives d'essayer de me contredire, à moins que, en tant qu'êtres humains, vous ne défendez peut-être pas la liberté d'expression. Les dés sont ainsi jetés. J'ai hâte d'écouter vos arguments, mais surtout hâte que vous avouiez que nous détenons la vérité.
Merci. La censure a existé et existera toujours dans les domaines d'expression d'idées et de transmission de l'information. Elle a ainsi évolué pour devenir celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant tout, mesdames et messieurs, ne pensez-vous pas que c'est indigne de se contenter d'une définition si brève de quelques lignes pour un terme aussi riche que le nôtre? Alors, ne vous inquiétez pas et laissez-moi y remédier en vous invitant vivement à entreprendre ce voyage temporel en mon humble compagnie. Tout commence alors durant l'Antiquité, où la censure n'est présente que sous sa forme la plus brute, l'originale, la répressive. Certains auteurs se dirent censurés, donc condamnés à la mort ou à l'exil. J'en cite par exemple Protagoras, un penseur du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont les écrits furent brûlés, car il émettait des doutes envers l'existence des divinités. Ou encore sous les règnes de Constantin et de Théodose Ier, où les ouvrages furent brûlés en masse, tous considérés comme hérétiques, soit contraires à la religion de l'État. Mais ce n'est qu'avec l'avènement de l'imprimerie qu'une nouvelle forme de censure fit son apparition, la préventive, se disant plus tolérante, car cette dernière, au lieu de retirer le texte après sa diffusion, elle le retire juste avant. Cette diffusion et cette propagation rapide de ces mêmes textes hérétiques faisait peur à l'Église, qui devait réagir. Naquit ainsi l'Inquisition. L'Inquisition qui limita le droit à la liberté de penser et mit en place des tribunaux chargés de condamner les crimes d'hérésie. On remarquera même que durant le XVIIe siècle, le théâtre y passera aussi. Le roi chargeait son procureur de censurer et d'interdire toute pièce capable de choquer la monarchie ou le clergé. Je cite par exemple la pièce La Turtuffe de Molière. Encore une fois, en France, en 1752, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert fut censurée, car son contenu philosophique et politique fut jugé contestable. Ainsi, de nombreux philosophes des Lumières au XVIIIe siècle ont dû avoir recours à des moyens plus ou moins originaux pour contourner cette censure. En 1802, Napoléon Bonaparte contrôlait la presse par ces mêmes mesures préventives. Ainsi, tout journal ne respectant pas ce décret se fit censurer, donc interdit. C'est alors sans grande surprise que Bonaparte supprime 60 des 73 journaux politiques du département de la Seine. Préventive, disait-il. Ses victimes surnommèrent alors cette censure de Anastasie, signifiant résurrection de son nom grec, qui désigne une manière pour les médias et les auteurs de ce siècle de montrer que cette censure, un temps abolie durant la Révolution, puis rétablie par Napoléon, ne meurt jamais vraiment. Alors qu'elle date d'avant Jésus-Christ ou du XXIe siècle, la censure est le fait d'interdire tout ou une partie de la communication destinée à un public. Brute ou masquée, ses intentions restent inchangées. Mais alors, ses intentions restent inchangées. Mais alors, est-ce que la censure signifie vraiment la liberté d'expression ou est-elle contre la liberté d'expression? L'histoire l'a prouvé et continue de le faire dans des pays tels que la Chine, le Vietnam, Érythrée ou encore la Corée du Nord, dont les taux de liberté d'expression sont extrêmement faibles, voire quasi inexistants. Merci qui? Merci Dame Anastasie. Chers opposants, vous avez parlé de déshumanisation. Vous trouvez ça humain qu'au nom de la liberté d'expression, on puisse atteindre la fierté et la sensibilité d'autrui? Bon, passons. Très chers opposants, mes chers camarades, chers professeurs, opposants, bonjour. Il est indéniablement vrai que la liberté d'expression s'applique aux idées de toutes sortes, politiques, religieuses, artistiques, y compris celles qui peuvent être profondément offensantes. Bien que le droit international protège la liberté d'expression,
Il existe des circonstances dans lesquelles celle-ci peut être restreinte légitimement en vertu des mêmes textes, notamment lorsqu'elle bafoue les droits d'autrui, sert à faire l'apologie de la haine et incite à la discrimination et à la violence. Il est vrai que dans les démocraties, le peuple paraît faire ce qu'il veut, mais la liberté ne consiste point à faire ce que l'on veut, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Fin de citation d'après Montesquieu tiré de son œuvre « De l'esprit des lois ». La censure et les réseaux sociaux. Cela ne vous rappelle rien? La classification des films selon les âges, moins 18 ans, ou mieux encore, avertissement, contenu sensible. Cette vidéo ou cette image peut contenir du contenu violent ou explicite. En effet, la censure joue un rôle primordial dans le maintien de la bienséance et de la décence sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de restrictions et de censure sur ces plateformes. De nos jours, Monsieur X, expert en architecture intérieure des bâtiments, va parler de l'inefficacité des vaccins et veut commencer un mouvement contre les médecins. Madame Y, femme au foyer, nous incite à utiliser certains éléments naturels afin d'obtenir une peau rayonnante, sachant que ces recettes peuvent parfois être nuisibles et causer de sérieux problèmes de santé. Le règlement de la communauté définit les règles relatives au comportement à suivre sur YouTube. Si un contenu enfreint ce règlement, la chaîne fera l'objet d'un avertissement. Les contenus utilisés à des fins d'escroquerie, de tromperie, de spam ou de fraude sont interdits sur YouTube, au même titre que les contenus faisant la promotion d'actes dangereux ou pernicieux sont interdits. Maintenant, imaginez un instant que je commence à dire, devant ce charmant pupitre, des propos choquants, scandaleux, voire même à proférer des insultes. Ne croyez-vous pas que ce débat sera censuré sur YouTube? Dans ce cas, la censure est mise en place dans un autre contexte. Outre le fait que j'ai laissé échapper une insulte, la véritable raison qui va pousser le service informatique à ne pas le poster est la préservation de l'image de marque et de la réputation de notre cher établissement. Chose qui est complètement justifiée et nullement une atteinte à la liberté d'expression de quiconque. De surcroît, la liberté d'expression, bien qu'elle soit un droit fondamental qui doit absolument et nécessairement exister dans tout pays dit démocratique, a besoin d'être encadré. Car un monde où chacun exprime tout ce qui lui passe par la tête, de la manière qui lui plaît, sur des sujets qui doivent être analysés par des experts, sera certainement un endroit désordonné où le chaos règne. La censure permet alors aux personnes de méditer leurs propos avant de les exposer, chose qui ne peut être que bénéfique puisque les réseaux sociaux sont devenus la référence, où tout le monde passe la majorité de son temps. Et il suffit qu'un influenceur préfère un vaccin avec des paillettes étoiles pour que toute sa communauté suive son choix aussi. Merci. Avant toute chose, chers opposants, pensez-vous vraiment que la censure est la clé contre la méchanceté humaine? Si c'est vraiment le cas, je me trouve triste devant une telle cupidité. Chère audience, honorable jury, opposants, bonjour. Si nous abordons les nécessités politiques de la censure, permettez-moi de communiquer les raisons pour lesquelles les États ont censuré durant les 200 dernières années. À l'aube du XXe siècle, la majorité des pays occidentaux avaient supprimé la censure puisqu'ils étaient passés de la dictature et de l'esclavage à la démocratie et à la paix. Cependant, et comme par hasard, elle a été restaurée durant les 2 guerres mondiales. On se demande bien pourquoi. C'est pourtant simple. Les gouvernements belliqueux comme celui de l'Allemagne nazie souhaitent poursuivre la guerre. En interdisant la publication d'articles insistant au cessez-le-feu et à la paix, et en pourchassant sans relâche leurs auteurs. Si cet exemple ne suffit pas, revenons au début du 19e siècle. La France, sous l'égide de Napoléon Bonaparte, était en guerre contre une Europe coalisée. Le souverain, que certains considèrent comme le précurseur d'Hitler, avait rétabli la censure abolie 20 ans plus tôt. La raison, il la précise lui-même clairement, je cite, « Je n'agis que sur les imaginations de la nation. Lorsque ce moyen me manquera, je ne serai plus rien. » Fin de citation. En effet, du grandiose au ridicule, il n'y a qu'un pas.
Pour ainsi conserver son image de souverain exceptionnel et pour ainsi continuer sa guerre, Napoléon a mis un terme et a supprimé la liberté d'expression. Laquelle liberté, si elle n'avait pas été supprimée, ou plutôt censurée, aurait pu peut-être empêcher la mort de millions de gens et sacrifice de nombreux journalistes qui se sont dévoués coréens à la vérité, la liberté et à la justice. Mais qui, malgré leur honnêteté et leur bonne foi, ont malheureusement fini assassinés ou pendus comme sorte d'avertissement à quiconque qui souhaite dévoiler l'évidence et mettre un terme au massacre. Mesdames et messieurs, l'histoire nous apprend énormément de leçons. Celle que vous avez sans doute tous comprises, c'est que la censure était et restera toujours l'ennemi de la paix et de la liberté, et donc logiquement de l'humanité. Merci. Premièrement, mademoiselle Aya, si la liberté d'expression était non violente, la censure n'existerait même pas parce que justement, son but c'est d'abolir cette violence. Quant à vous, mademoiselle Rita et monsieur Ryan, on a l'impression que vous avez voyagé dans le temps pour trouver vos arguments parce que, s'il vous plaît, ne me parlez pas de romans, de chercheurs de l'époque parce que c'est cliché, c'est daté depuis des époques. Ces clichés, c'est daté depuis des époques, des siècles. Le monde avance chaque jour et donc ne nous coincez pas avec vos arguments. Parce que si ces romans et chercheurs étaient censurés, c'était dans un cadre dictatorial et non démocratique. Donc bien sûr que ça atteignait à la liberté d'expression puisqu'elle n'existait même pas. Bon, nous parlons de démocratie. Un système qui implique la liberté d'expression tout en la liant à la censure, tout en la mariant à la censure. Mais la censure, dans ce cas, n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, mais plutôt aux opinions erronées et odieuses telles le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, et j'en passe. Bon. Il ne faut jamais normaliser avec la médiocrité. Nous le connaissons tous. Le dicton préféré de monsieur le directeur. Mais à entendre nos très chers opposants, ils n'en ont vraisemblablement pas conscience, en nous faisant croire que la présence de liberté d'expression et censure dans une même phrase n'est rien d'autre qu'une antithèse. Mais Dieu merci. Dieu merci qu'il existe une déclaration des droits de l'homme. Dieu merci qu'il existe des sources fiables pour comprendre le vrai lien regroupant ces mots. Il est incontestable que l'humain est un être libre. Mais depuis quand? Depuis quand tracer des limites est-il devenu sujet de débat quand la réponse est claire? Nous le constatons tous. La médiocrité ne cesse d'augmenter. Et nous, la génération nette, sont les plus exposés à cette médiocrité. Nous, les héritiers du monde qui sommes censés recevoir la meilleure éducation pour assurer le développement. Mais quelle éducation? Quelle éducation avec Chouf TV, avec les tendances, avec la bassesse auxquelles nous sommes exposés et consommons derrière nos écrans. En suivant votre thèse, l'humain est libre de consommer, de s'imprégner de cette médiocrité, de nuire à son éducation et de propager l'ignorance. Mais c'est là, chère audience, où vient la censure pour sauver le monde et vous sauvez-vous des mains de nos chers opposants. Non, non et 1000 fois non, je refuse que ma génération devienne pleine de violeurs psychopathes, d'ignorants, de sauvages, parce qu'ils ont été exposés à des contenus complètement nuisibles, alors que ça aurait pu être censuré depuis le début. Maintenant, tout cela pour vous dire que nous, en tant que génération nette, avons besoin que la censure veille sur notre éducation et nous protège de tout contenu néfaste. Et que la notion de liberté elle-même repose sur la censure. Maintenant, si je vous dis zélifique, la première chose qui viendra à votre esprit est scandale. La zizanie que le film avait engendrée au Maroc en 2015, malgré qu'il a été censuré. Ce même film qui a reçu plusieurs prix à l'étranger. Un scandale qui n'a pas manqué d'empirer après l'agression de la vedette du film, Lubna Abidar, et les respects qu'elle a reçus de la part des médecins et policiers en demandant de l'aide. Nous parlons de violence, d'indignation, d'agression, alors que le film a été censuré.
Je vous laisse imaginer ce qui aurait pu se passer s'il ne l'était pas. En constatant que la censure est un élément de rééquilibrage à l'égard de l'opinion publique. C'est aussi un atout qui permet à l'État de prendre du dessus sur des cas d'extrémisme. Si on avait censuré les premiers idéaux djihadistes, le terrorisme ne serait pas ce qu'il en est aujourd'hui. La censure s'oppose donc à la désinformation et assure la paix sociale. À moins que vous ne vouliez vivre dans une anarchie calamiteuse. Bref, nous sommes tous, en ce moment même, en train de nous exprimer librement, tout en étant encadrés par des lois du débat. Mais ça ne veut pas dire que ça atteint notre liberté d'expression. Au contraire, cela ne fait que maintenir l'ordre. Vous vous êtes vus, chers opposants, vous êtes jeunes, vous êtes beaux, vous êtes rayonnants et pleins de potentiel. Alors, pourquoi de telles idées? Pourquoi le faire revenir en arrière quand vous pouvez changer le monde et le rendre un endroit meilleur? La censure n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, mais plutôt un révisionnisme et une solution à la liberté absolue excessive. Merci. Avant toute chose, je voudrais revenir sur les arguments de nos chers opposants. À ce que je sache, notre débat n'est nullement coincé dans un espace-temps précis. Je me trompe? Ensuite, vous avez quand même beaucoup de courage à venir nous parler d'une censure qui n'a été utilisée qu'à des fins légitimes. Enfin bref. Chère audience, chers jurys, honorables opposants, bien le bonjour. Quel énorme plaisir de me tenir ici, devant cette belle audience, et de défendre cette noble thèse que voilà. Il est évident que la censure est une atteinte à la liberté d'expression et quel meilleur moyen de démontrer cela qu'on ait en recours à la littérature. Belle littérature dans tout son éclat, dans toute sa gloire, dans toute sa beauté. La littérature est une façon efficace de transmettre et de communiquer ses idées ainsi que de s'exprimer ouvertement autour de certains sujets. Et la littérature marocaine est l'une des littératures les plus riches et les plus diverses qu'a connues l'histoire de l'humanité. Or, nombreuses sont les œuvres marocaines qui ont été victimes de censure. Et en disant cela, je pense bel et bien à l'œuvre Le Pain Nu. Et vous qui parliez de Zillifek, je m'y attaque tout de suite. C'est une œuvre sidérante et poignante qui retrace le vécu d'un jeune Mohamed Chokri. Viol, abus sexuels, prostitution, abus et consommation de drogue et d'alcool, tels sont les sujets qui ont été la cause principale de la censure de cette œuvre pendant 17 longues années durant le règne de feu Hassan II, ainsi que le film dont vous parliez tout à l'heure. Or, moi je me pose cette question. Le fait que cette œuvre fût censurée, n'est-ce pas une atteinte à la liberté de ce pauvre auteur qui ne voulait que retracer son vécu? Peu importe à quel point les sujets cités dans ce livre peuvent être choquants, n'est-ce pas une atteinte à son droit de s'exprimer librement sur son expérience? De plus, dites-moi, chers opposants, la prostitution, le viol, l'alcool, la drogue, tout ça, n'est-ce pas le quotidien du Maroc? La drogue, l'alcool ne sont-elles pas présentes dans tous les coins de rue? La prostitution n'est-elle pas courante dans tous les quartiers les plus précaires de notre royaume? Est-il si rare d'avoir des fantasmes sexuels? N'y existe-t-il pas des enfants victimes de l'abus de leurs parents? Ce n'est pas parce qu'on passe ce genre de choses sous silence pour apaiser sa conscience que cela veut forcément dire que ça n'existe pas. Et je n'encourage en aucun cas la prostitution, ni l'abus de drogue, ni d'alcool. Tout ce que je veux dire, c'est que censurer ce type de contenu n'aidera aucunement à réduire ces fléaux. Pourquoi devrions-nous intercepter le libre arbitre du public au nom d'une pseudo-pudeur qui n'existe pas? Pourquoi ne pas les laisser choisir quel type de contenu veulent-ils consommer et quel type de contenu ne veulent-ils pas consommer? La censure, au-dessus de tout cela, est un abus de pouvoir flagrant. Nous le savons tous, la censure a été utilisée à maintes reprises pour empêcher certaines personnes de s'exprimer librement autour de certains sujets. Et en disant cela, autour de certains sujets, pour préserver l'ordre en place, ordre qui, généralement, ne bénéficie qu'à une toute petite partie de la hiérarchie sociale contre la martyrisation du reste de la société qui paie cher le prix du confort de leurs supérieurs et qu'on réduit à de simples souffre-douleurs. Et ce n'est en rien une hyperbole. Et en disant cela, je pense notamment aux Lumières, philosophes des Lumières, vous qui parliez de Montesquieu tout à l'heure. Des philosophes, à présent, leurs œuvres sont accessibles au plus grand public, mais dans le temps, à leur sortie,
aucune de ses œuvres et aucun de ses auteurs n'a échappé à la main de fer que détenait Louis XVI sur l'opinion publique et ils ont tous vu leurs œuvres, une à une, se faire censurer. Point commun entre elles, me demanderiez-vous? Elles contenaient toutes des idées incitant à la Révolution française, révolution qui, nous en convenons, était d'ailleurs assez nécessaire. Alors voilà, la censure n'a pas été utilisée comme un moyen miracle de préserver le pseudo-ordre en place, mais elle a aussi été utilisée comme une technique infaillible de permettre aux plus forts de garder la main sur les plus faibles. Vous remarquerez bien, chers opposants, que la censure n'a en aucun cas évité la Révolution. Et la censure de ces œuvres n'a en aucun cas évité la Révolution. Et c'est bien le cas de le dire, puisque la vérité, telle une bombe à retardement, finit toujours par éclater. Censurer les gens par ici, ils iront raconter leur histoire à tout bon entendant autre part où la censure ne prévale pas. Bref, la censure n'est rien de plus qu'un moyen pathétique de limiter l'expression des gens et de ne pas leur permettre de s'exprimer ouvertement autour de certains sujets, tout simplement parce qu'on a peur des conséquences. Or, dites-moi, chers opposants, pourquoi aurions-nous à craindre un monde où la liberté d'expression règne si on n'a rien fait de mal? Merci. Si nous n'avons rien fait de mal, ceux qui ont des idées mais ne savent pas les présenter sont peu à peu exclus des débats. Knza, tu prétends que nous diffusons des propos faux, mais tu n'apportes aucun argument vraisemblable. Et d'autre part, nous luttons pour que la violence, l'abus, l'agression disparaissent. C'est vrai que ça existe au Maroc, mais il ne faut pas normaliser avec la médiocrité. Apparemment, Knza, tu n'en avais pas l'idée. Bref, passons. Combien de fois avons-nous déjà entendu ce fameux proverbe « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». En effet, cette citation de John Stuart Mill nous rappelle un principe fondamental dans la vie. L'intérêt du collectif prime sur l'intérêt individuel. Henri Gay tend lui aussi à défendre cette idée, comme le montre cette phrase tirée de son livre « Voyage en Syrie ». « Justice qui nous nuit vaut mieux qu'injustice qui nous réjouit ». Il suppose ici que la justice va se faire dans toute impartialité et non s'arrêter au simple principe d'intérêt qui est purement d'ordre personnel. La justice serait donc plus légitime au lieu de se rendre aux plus privilégiés, possédant le pouvoir nécessaire pour retourner la justice en leur faveur. Et donc, qui se dénaturera, perdra toute son essence propre et laissera régner l'anarchie de l'injustice. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels est basée notre société. Et il n'est pas toujours de l'intérêt que d'aller en faveur de ces principes. La question qui se pose à présent devant nous est la suivante. La puissance d'un principe doit-elle s'imposer devant l'intérêt personnel? J'ai peut-être perdu quelques esprits en chemin et vous avez sans doute du mal à retrouver le rapprochement avec notre débat du jour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tiens, tu l'as déjà mentionné, Knza, si l'on considère un art, quel qu'il soit-il, s'il possède une intention malsaine derrière lui, doit-on le tolérer juste parce que c'est une expression de soi? Je m'adresse à toutes les âmes logiques qui résonnent avec leurs raisons présentes ici dans cette salle. Au nom d'une soi-disant liberté d'expression, comment pouvez-vous accepter que des propos racistes soient encore répandus parmi nous? Au nom d'une soi-disant liberté d'expression, est-il normal que des sites malsains qui encouragent des pédophiles, des pervers, des obsédés sexuels à exercer leur passion sur des innocents mineurs, à commettre des crimes épouvantables? Comment pouvez-vous accepter qu'ils ne soient pas censurés? Au nom d'une soi-disant liberté d'expression, est-il normal de diffuser des caricatures de notre prophète, de se moquer, d'offenser la sensibilité d'une communauté qui représente le 5e de la population mondiale? Au nom d'une soi-disant liberté d'expression, comment pouvez-vous laisser des images choquantes, violentes et scandaleuses être diffusées aux yeux des âmes innocentes et sensibles? Au nom d'une soi-disant liberté d'expression, pourquoi participez-vous à la circulation de discours haineux, racistes et discriminatoires? Cela ne tient qu'à moi, mais excusez-moi. S'il faut que j'accepte tout ça juste pour la liberté d'exprimer mon opinion, je ne suis plus humaine. Très cher auditoire, j'aimerais que ces propos résonnent en vous, tel un écho dans une grotte sombre. Que vous ressentiez tout comme moi cette révolution, ce chamboulement qui prospère en mon âme. Ce dégoût de ce monde qui nous ment et nous leurre derrière un aussi beau mot qu'est la liberté.
Méfiez-vous et ne faites pas comme le font nos très chers opposants, à être bercés par des mots doux qui font lever leur ego en écrasant celui des autres. Merci. Alors tout d'abord, en guise de réponse à l'argument de mademoiselle Aya, tu as parlé de dire des propos choquants ici dans ce pupitre. Alors, premièrement, et tu as dit que tu allais être censuré sur YouTube. Donc, premièrement, dans une école qui prône la démocratie, tu seras premièrement jugé par le règlement de l'école, qui est une loi, et j'expliquerai la différence entre la censure et la loi plus tard. Puis, deuxièmement, vous avez parlé de ne jamais normaliser avec la médiocrité, mais en même temps, vous défendez la censure, un moyen évident de faire taire les personnes. Un principe qui se contredit avec la démocratie, qui est un des principaux piliers de notre école. Alors, nous sommes bien d'accord, il n'y a qu'une seule limite au droit d'expression, là où cette expression menace la dignité d'autrui. Or, cela ne nous laisse nullement le droit de censurer. Je m'explique en analysant deux cas. Le premier cas, un journaliste a dépassé sa liberté en touchant à la dignité d'une personne. Son article n'est pas censuré, mais il est jugé par la loi. Dans ce cas-là, au moment du jugement, l'affaire est classée. Deuxième cas, un journaliste refait exactement la même chose. Or, cette fois-ci, un responsable décide de s'en charger et de le censurer, ou plutôt de censurer cet article. Essayons de voir qui a tort. Évidemment, à première vue, c'est le journaliste, cela saute aux yeux. Or, une autre personne a tort, et cette fois-ci bien plus que lui. Oui, c'est le censeur, bien évidemment. Pourquoi donc, me demanderiez-vous? Eh bien, parce qu'avec ce seul et petit geste qui lui a coûté un rien de temps, il a non seulement privé un être humain de s'exprimer, mais aussi un écrivain d'écrire, un lecteur de lire. Oui, la censure, par sa nature, elle relève de l'arbitraire qui outrepasse la loi et qui puise ses racines en dehors des préceptes de cette dernière. Or, quand c'est à l'issue d'un procès, c'est donc un verdict qui est prononcé par les juges et où les droits de tous ont été protégés, conservés et gardés, y compris le droit à la défense de l'accusé. Tandis que la censure, soit intercepte le support média avant même sa parution, soit elle le retire carrément de la circulation et du marché sans base légale, dans tous ces genres et dans tous ces types. Donc, elle se fait d'une manière illégale, donc en dehors de la loi, qui, au contraire, prône la liberté d'expression, dans un pays démocratique en tout cas. Cette condamnation, c'est comme si on disait qu'un homme ne pouvait nullement manger de la viande, car un nouveau-né ne peut la mastiquer. Oui, c'est aussi absurde que ça, mais pas aussi absurde que la notion de censure. C'est aussi une lâcheté. Elle masque la corruption. Elle nous enseigne et elle nous inculque la force contre une idée quelconque. Mais plus encore, la censure détruit la critique et l'autocritique, des aspects assez essentiels pour la liberté d'expression. Si vous cherchez à garder et à remédier aux inégalités et aux mensonges et aux sophismes et à l'antisémitisme et au racisme et je ne sais quoi, le seul antidote, ce serait le discours et la parole et non le silence imposé. Vous essayez d'arracher la langue d'un homme, or vous ne lui prouvez nullement que c'est un menteur ou qu'il a tort. Ce que vous faites, c'est simplement dire à tout le monde que vous craignez tout ce qu'il pourrait dire. Donc, pour en revenir à notre journaliste, le pays dont il est originaire sera classé comme un pays sans liberté d'expression, ce qui implique un pays non démocratique, ce qui implique un État autoritaire. Vous voyez comment la censure d'un tout petit article a non seulement porté atteinte à sa propre personne et à sa propre liberté d'expression, mais à tout un pays. Et puis, si on continue dans le même chemin et dans le même raisonnement, la censure ne serait même plus une atteinte à la liberté d'expression, mais elle pourrait être vue comme une offense grave à l'humanité. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur quelques-uns de vos dires, chers opposants. Premièrement, vous avez évoqué l'absence cruelle de liberté d'expression dans des pays tels que la Chine, le Vietnam ou l'Allemagne de l'époque d'Hitler. Des pays qui n'ont jamais vraiment été connus pour leur démocratie.
et je suis désolé de vous le dire, mais liberté d'expression et démocratie sont intimement liées. Quant à la prostitution, les drogues, etc., les censurer, bien sûr, ne les abolira sûrement pas de notre société, mais au moins, cela ne les glorifiera pas aux yeux de nos générations ascendantes. Et pour finir, vous avez encore rebondi sur le point de toutes les œuvres antiques que nous avons perdues malheureusement à cause de la censure d'antan. Cela a été une perte pour l'humanité tout entière, mais cela a été, encore une fois, je vous le répète, cela a été censuré dans un cadre dictatorial. Et cela me pousse encore à vous rappeler que nous défendons la censure légitime et non la censure vague. L'interdit donne de la saveur, la censure du talent. Cher auditoire, honorable jury, chers opposants, bonjour. Cette citation du romancier français Marc Villerouge, qui paraît à première vue banale, est en réalité bien plus profonde qu'elle en a l'air. La première partie de cette dernière évoque l'attraction irréfutable de l'être humain vis-à-vis de tout ce qui lui est interdit. Une attraction que bien sûr nul ne peut nier. Mais c'est plutôt la seconde partie de cette citation que j'aimerais pointer du doigt. Cette dernière stipule que la censure donne du talent. Premièrement, il faut savoir qu'il existe la liberté d'expression et celle de la pensée. Ces deux dernières sont étroitement liées vu que l'expression émane de la pensée. Sauf que l'expression est absolue tandis que sauf que la pensée est absolue tandis que l'expression est limitée. Et ce sera justement la censure qui guidera cette liberté de pensée absolue vers le chemin adéquat lors de sa concrétisation en gestes, actions ou paroles. Dans les régimes autoritaires, par exemple, la censure pousse les écrivains à faire preuve de créativité pour passer entre les mailles du filet et ainsi communiquer leurs idéaux et s'exprimer de manière implicite, sans offusquer personne ou sans être considérés comme des rebelles, comme le faisait notamment Jean de La Fontaine. La censure n'est donc en aucun cas un frein à la liberté d'expression, mais plutôt un moyen de pousser les concernés à refaçonner leurs idéaux de manière à ce que ces derniers se fondent dans la masse et ne puissent créer de zizanie au sein d'une société dans laquelle avis et opinions sont aussi nombreux et différents qu'habitants. Permettez-moi de récapituler. L'Allemagne, l'Australie, la Finlande et d'autres pays considérés comme l'allégorie de la démocratie elle-même adoptent la censure et le contrôle du contenu pour garantir la paix et la sécurité de leurs citoyens. Les réseaux sociaux et sites de vidéos à la demande les plus connus, tels que YouTube et Instagram, censurent tout contenu inapproprié de leur plateforme. Sans censure, les idéaux djihadistes, le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme et compagnie deviennent des opinions qui se respectent et totalement valables au sein de notre société. Une liberté d'expression absolue, c'est pouvoir assumer sa pédophilie sans avoir peur des répercussions. C'est pouvoir encourager la violence domestique dans un cadre totalement légitime. C'est pouvoir s'amuser à manquer de respect à une religion à coups de caricatures et de photocollages. Tout cela nous renvoie à un point de départ. La liberté d'expression est un droit fondamental et indiscutable, certes, mais une liberté d'expression non encadrée devient un véritable fléau. Et le seul moyen de contrôler cette dernière et veiller à ce qu'elle n'affecte nullement celle des autres, c'est d'avoir recours à la censure. Une censure qui, derrière les airs de prison à liberté de l'homme que vous lui avez donné, mes très chers opposants, a empêché et empêche toujours un nombre incalculable de conflits d'éclater. Et si vous voulez tout savoir, si je disais explicitement ce que je pensais de votre thèse, cela serait sans doute une atteinte à votre liberté d'expression propre, et donc un abus de la mienne. Je tâcherai donc de m'en abstenir et de garder ça dans un coin dans mes pensées qui, elles, n'ont besoin d'être limitées pour ne pas vous offenser. Pour finir en beauté, j'aimerais conclure avec une citation du célèbre dramaturge Johann Wolfgang, qui n'est d'ailleurs plus à présenter. L'une des grandes qualités de l'homme serein est d'entendre tout ce que l'on censure contre lui, pour pouvoir corriger ce qui est vérité et ne pas être affecté par tout ce qui est mensonge. Je vous remercie. Avant de commencer, ou plutôt terminer, vous avez décrit nos sources, soit l'histoire, comme clichés, alors que vos sources sont les réseaux sociaux, dont je tiens à rappeler que la censure est facilement contournable. Tellement efficace, j'ai envie de vous dire. Chère audience, notre débat touche malheureusement à sa fin. Ce fut un réel plaisir de discuter de ce sujet en votre compagnie, partisans du contre. Ainsi,
Durant ces 20 minutes, mes coéquipiers et moi avons défendu la liberté d'expression et avons dit non à la censure sous toutes ses formes. Nous avons ainsi défini la censure comme annihilatrice de la liberté et avons suivi sa progression à travers les époques, de son apparition en tant qu'arme d'une religion corrompue à son rôle durant les grandes guerres mondiales. Nous avons également analysé l'acte de la censure et avons prouvé son inefficacité et ses répercussions sur la science, sur le développement des sociétés et sur l'évolution des mentalités. Mais juste avant de clore, chers opposants, ne pensez-vous pas cela ironique de votre part de venir défendre un terme aussi dictatorial que la censure dans un débat au sein d'un établissement dont l'un des principaux piliers est la démocratie, soit la liberté d'expression? Vous qui avez défendu la normalisation avec la médiocrité. N'avez-vous pas encore compris l'importance cruciale d'une société libre d'esprit? N'importe qui dans une démocratie doit avoir le droit de dire et de penser ce qu'il veut, car ce n'est pas quand l'expression est interdite, car ce n'est que quand l'expression est interdite qu'elle devient dangereuse. Ainsi, les opinions ne meurent jamais, même quand le discours est interdit. L'on pourrait même penser qu'elles fleurissent dans une sorte de ressentiment qui devient au bout d'un moment extrêmement nocif. Encore une fois, loin de moi l'idée de venir défendre quiconque tiendra des propos haineux, racistes, homophobes ou j'en passe. Le débat d'aujourd'hui n'est pas de qui a raison et de qui a tort. La question à se poser, la réelle question, est est-ce que l'on veut que cette censure soit judiciarisée ou cela relève-t-il de l'éducation? Si l'on judiciarise, par exemple, cela voudra dire que l'on tombe dans un système où la parole devient un terrain de discorde et où ne pas s'exprimer créera en plus des tensions intercommunautaires, des tensions au sein des personnes en elles-mêmes. Alors que si on considère que cela relève de l'éducation, cela voudrait dire que la solution n'est plus de museler le langage, mais de s'engager à apporter une meilleure éducation et un meilleur enseignement. À éduquer nos enfants à la politesse, à la tolérance, à la bienveillance, mais surtout à vivre selon les principes de la démocratie, soit la liberté d'expression, comme le prône notre établissement. Pour finir, je voudrais vous laisser avec une pensée d'un homme immortel, un homme dont la mémoire ne tombera jamais dans l'oubli. Je cite: « Je hais vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les exprimer. » Voltaire.